Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Père. Denis, président de Nature et People First, bienvenue sur le plateau de BFM Business. Bonjour, Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Merci. Bonjour Guillaume. Et Mathieu Plane, le 3e P. On est 3 P aujourd'hui autour de la table. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Évidemment, le sujet du jour, c'est le vote de confiance. On sera en édition spéciale toute la journée sur BFM Business. À suivre cet après-midi notamment le discours politique général qu'on attend à 15h, suivi des votes, des explications de vote des présidents de groupe. Et donc peut-être qu'à 19h, très probablement, à 19h, nous n'aurons plus de Premier ministre ni de gouvernement. Est-ce que ça va coûter cher à la France, ça, Mathieu Plane ? Oui, forcément, ça coûte cher à la France. On préférerait avoir une politique claire et stable. C'est assez évident. Nous, on avait déjà chiffré, on a fait l'exercice. Vous l'avez chiffré, oui, à l'OFCE. J'allais dire, malheureusement, c'est pas nouveau. Depuis la dissolution, on vit dans un climat d'incertitude nationale qui est un peu historique, j'allais dire. On était habitués à l'incertitude internationale. Oui. J'allais dire depuis la guerre en Ukraine, notamment. C'était ça qui nous coûtait plus. Désormais, il y a à la fois l'incertitude internationale, mais il y a aussi maintenant nationale. Et donc ça fait un peu plus d'1 an. C'est l'ennemi de l'intérieur, en quelque sorte. Voilà. Pour Et en fait, oui, parce qu'on voit bien, depuis la dissolution, on a eu quand même dissolution, on a eu la censure d'un budget, on a eu une loi spéciale. Là, désormais, on a un vote de confiance qui ne va pas passer pour le Premier ministre, a priori. Et ça, c'est en l'espace d'un peu plus d'1 an. Et on voit que le climat n'est jamais redescendu sur cette incertitude. Et nous, on l'avait chiffré, c'était au mois de décembre, au moment de la censure, à 0,4 points de PIB, en fait, l'effet de l'incertitude sur les comportements économiques. 0,4 points de PIB sur 2024-25, ça faisait à peu près 12 milliards, c'est le chiffre qui a été repris. C'est ça. Et qui est lié à 2 phénomènes principaux. Le premier, c'est, on le voit, les ménages sont particulièrement prudents. Et donc, il y a une surépargne qui s'accumule. Et donc la consommation est complètement à plat. Or la consommation, c'est quand même un peu plus de 50% du PIB. Mais oui. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'épargne. La mauvaise, c'est que les ménages sont extrêmement prudents et anxieux en fait. Et donc ils épargnent. Le moral des ménages est au plus bas depuis la fin 2023. Ouais, alors on sortait tout juste de la crise inflationniste. Exactement. Et donc ça se traduit par des comportements de surépargne. Ça c'est le premier point. Et puis du côté des entreprises, on le voit. Vous n'avez pas de visibilité, donc quand vous avez besoin d'investir, quand vous avez des projets d'investissement, vous regardez à 2 fois. Et donc souvent, on voit qu'on a une prudence sur l'investissement, il y a des gels, des reports, et pareil, il y a un frein sur les embauches. Donc tout ça a des effets macroéconomiques réels, en réalité. Au 3e trimestre 2024, donc si on se remet 1 an en arrière, à peu près à la même séquence politique, l'investissement avait baissé de 1,1% en France. Effectivement, j'ai la chance d'avoir 2 chefs d'entreprise autour de la table. Vous vivez comment cette instabilité politique ? On va avoir le 5e Premier ministre depuis le 1er janvier 2024, là, quand même. 22. Qui souhaite gérer. Ouais, depuis le 1er janvier 2024. On hésite à investir, forcément, quand on n'a pas de visibilité effectivement sur la stabilité gouvernementale, sur des budgets un peu clairs. Surtout, moi je travaille sur des sujets de transition énergétique, de stockage d'énergie, dans les DOM en particulier. On a besoin d'arbitrage au sein de l'équipe gouvernementale. Quand vous avez un gouvernement qui change tous les 6 mois, c'est compliqué. Et donc aujourd'hui, je suis très actif aussi aux États-Unis, où ça avance beaucoup plus vite, sur des projets beaucoup plus gros, et où il y a de la visibilité. Alors on n'apprécie pas le gouvernement Trump, mais au moins les choses sont claires et plutôt favorables. D'ailleurs, dans ce que nous faisons, on est au cœur d'une véritable révolution industrielle aux États-Unis. C'est plus juste la transition énergétique. On est dans l'Arizona, il y a des investissements colossaux dans les semi-conducteurs, dans les data centers, des besoins d'énergie énormes, donc des besoins de stabilité derrière de la grille énergétique. Beaucoup de projets photovoltaïques qui sont déployés et qui restent la priorité de Trump parce que c'est rapide et pas cher et qu'il faut beaucoup d'énergie rapidement. Donc les choses sont très claires. Donc aux États-Unis, on met les moyens. En France, on met le pied sur le frein, bien entendu, actuellement. Guillaume Poitrinal. Oui, sur mon secteur d'immobilier du BTP, là c'est la pause complète, c'est-à-dire qu'en fait on continue à finir les chantiers qui ont été lancés il y a 3-4 ans. Il y a un effet de latence toujours dans ce métier, mais on voit qu'il n'y a plus de pipeline, donc il n'y a plus de pipe. Donc en fait on va aller vers une pénurie de logements, de bureaux, d'équipements de façon générale à horizon 2-3 ans, et ça c'est irrémédiable. En fait on construit plus. Il y avait toujours C'est-à-dire que la des grues pause à la d'aujourd'hui, défense, si je vous comprends
j'entends bien. C'était ça notre économie. L'incertitude d'aujourd'hui pèsera dans 3 ans, on le sentira encore. Ah oui, tous les métiers qui sont des métiers à longue détente, l'immobilier, l'infrastructure, tout ça, où la décision a lieu en année 1 et puis la livraison a lieu en année 5 ou 6 avec la complexité administrative qu'on connaît, mais aussi juste le temps des constructions. Tous ces métiers on va avoir un rappel à l'ordre, on va payer pendant assez longtemps en fait cette période d'incertitude. Alors cette période d'incertitude, il y a quand même un petit rayon de soleil. On va nourrir l'optimisme. C'est qu'il y a quand même, à la place de prendre du Prozac, on va pouvoir se dire quand même que nous sommes dans une période de pause sur la complexité administrative. Vous savez, j'ai beaucoup dénoncé la question de l'inflation des normes, et là, comme ils ne sont pas d'accord, au moins le Parlement ne produit plus de textes longs et compliqués, de lois bavardes, puisqu'ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Et il y a une relative, jusqu'à présent, stabilité fiscale. Alors, les uns et les autres s'en plaignent. Ça risque de changer bientôt, on va en parler. Certains disent qu'il n'y a pas assez d'impôts, d'autres il y a trop de dépenses, etc. Mais jusqu'à présent, on est dans une espèce de reconduction du système. Et donc, on a ces deux phénomènes. Évidemment, ça ne peut pas durer, on le sait, et je pense que ça va vous amener directement sur votre second sujet, des équilibres budgétaires qui vont être compliqués, puisqu'en fait, là, on a quelque chose qui va s'imposer à la France et sur lequel la France risque d'avoir un contrôle assez modeste. Effectivement. On a, le prix de la non-censure désormais est fixé. C'est des hausses d'impôts pour les plus riches à venir et l'abrogation de la réforme des retraites. On avait ce matin sur l'antenne de BFM Business Philippe Brun, qui est en charge des questions budgétaires au Parti socialiste. On l'écoute. Son message est intéressant quand même. Le message adressé aux entreprises. On l'écoute. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, pas de hausse de l'impôt société. On ne rétablit pas les impôts de production dans notre contre-budget. Et en vérité, on a un programme qui est plutôt pro-business, puisqu'on propose même de baisser l'IS sur les PME. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un taux réduit qui est à 15%, et on propose d'augmenter le plafond sur ce taux réduit. Donc, il y a effectivement une mise à contribution des plus aisés. La taxe Zuckman, on en reparlera. Il y a une augmentation d'un point du prélèvement forfaitaire unique. Il y a une taxation sur les grandes successions. Il y a un encadrement du trade. Mais on ne touche pas les entreprises elles-mêmes. Mais on ne touche pas les entreprises. C'est le message pro-business adressé par Philippe Brun ce matin sur l'antenne de BFM Business. Alors, pour mémoire quand même, le contre-budget socialiste présenté il y a une dizaine de jours, c'est 26,9 milliards d'euros d'augmentation des recettes budgétaires, dont la moitié sur la taxe Zuckman. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les entreprises dans ce contre-budget que vous avez étudié, Mathieu Plane ? Alors, je ne crois pas que, de toute façon, ce contre-budget sera celui qui va être adopté. S'il y a un budget adopté, de toute façon. La question, c'est... en fait, la fiscalité, elle est principalement sur les très hauts patrimoines et les grandes fortunes. La question, au fond, c'est que la taxe Zuckman ne pourra pas passer. Elle ne peut pas passer. Elle pose Il y a des questions de constitutionnalité qui se posent. Le risque que ça pose sur les biens professionnels et le risque d'une forme d'exode fiscal des grandes fortunes dans ce cas-là. Je ne pense pas que les LR ou même une partie de la Macronie va le voter. Donc de toute façon, tout le monde va mettre de l'eau dans son vin dans cette affaire-là. C'est pas possible de trouver un budget qui va être exactement celui proposé par le Parti socialiste. Ce que vous nous dites ce matin, Mathieu Plane, c'est que c'est une base de négociation, avec le socle commun pour arriver à un entre-deux. Bien sûr, c'est pareil, je ne crois pas à une abrogation de la réforme des retraites vu la situation budgétaire aujourd'hui. Donc, mais certainement qu'il va y avoir une rediscussion. Peut-être est-ce qu'on va repartir du budget proposé par François Bayrou et chacun va regarder les lignes rouges qui ne sont pas à franchir, les jours fériés, est-ce qu'on met un peu plus ou pas de fiscalité sur les revenus, les patrimoines, comment on joue sur la dépense publique, tout ça. Et voilà, et en fait, il va falloir trouver un accord qui permet d'avoir une non-censure qui va des LR au Parti socialiste. Et donc, dans les deux cas, si vous proposez aujourd'hui le contre-budget du Parti socialiste, les LR ne vont pas le voter. Donc ça ne marche pas non plus. Donc vous voyez, il va falloir trouver un équilibre et c'est ça le consensus en réalité. Ah ouais. Denis Père, une réaction. Oui, je partage quasiment un budget pro-business, nous dit Philippe. Non, mais je partage l'analyse de Mathieu. Je pense que c'est totalement infaisable. Mais surtout, je suis vraiment, je m'inscris
complètement en faux par rapport à ce qui a été dit. Enfin, c'est pas vrai de dire on touche pas aux entreprises, mais on touche aux grandes fortunes. Les grandes fortunes, à part quelques footballeurs ou quelques artistes talentueux, c'est des fortunes d'entreprise. Donc on touche à des entrepreneurs, on touche à des fortunes d'entreprise, et donc on assomme encore un peu plus ces gens-là avec des vieilles lubies, des vieilles badernes du Parti socialiste qui ne marchent pas, qu'on a testé des tas de fois, qui ont provoqué effectivement des exodes fiscaux considérables, y compris le mien, après j'ai passé 10 ans en Belgique, à devoir payer un impôt sonnant et trébuchant sur un patrimoine virtuel d'une société, certes cotée au Nasdaq, mais très peu liquide, qui fluctuait en permanence, j'avais pas les moyens de payer l'impôt, je risquais la faillite personnelle si je restais en France à ce moment-là, surtout au moment de la bulle Internet. Donc je veux dire, cette logique-là, c'est la logique du bouc émissaire classique du PS, néo-marxiste, pour faire plaisir à quelques-uns, qui se satisfont de ce genre de mesures pour flatter une certaine aigreur. Je veux dire, et en plus, ça ne rapporte rien. Enfin, l'ISF au plus haut, c'était 4 milliards. Et l'ISF qui provoquait des exodes massifs. On n'était qu'à 4 milliards. On cherche 44 et en fait, on devrait chercher plutôt 200. On le sait très bien. Jacques Delarosière, ancien gouverneur de la Banque de France, l'a dit ce week-end. C'est plutôt 200 milliards qu'il faudrait trouver. L'ISF qui détruisait l'économie, c'était 4 milliards seulement. Donc, on voit bien que ça n'a aucun sens. Et donc, dire on ne va pas toucher les entreprises, bien sûr que si, qu'on va les toucher. Guillaume Poitrinal, est-ce que ça vous inquiète? Je suis assez d'accord. Je pense que le PS va rapidement réaliser que cette taxe Zuckman, elle est dramatique pour le pays. Vous ne pouvez plus avoir une licorne. Vous vous rendez compte? C'est adieu Doctolib. Qui est quand même, on n'a pas beaucoup de succès en France, mais on a quelques succès. Adieu Mistral. Adieu Mistral. Pourquoi? Parce que ce sont des boîtes qui ne gagnent pas d'argent, elles sont en croissance. Donc elles ne payent pas d'impôts. Donc l'impôt va être prélevé à hauteur de 2% de la valeur de plusieurs milliards d'euros. Entre les mains de qui? Entre les mains du fondateur. Et on pense que le fondateur, qui lui souvent ne se paye pas ou se paye peu, on pense qu'il va être là et qu'il va faire une faillite personnelle en attendant dans le 9e arrondissement, dans son petit appartement, qu'on vienne lui prélever 20 millions, 30 millions, 40 millions, parce que quelque part sa boîte, en effet, a été valorisée. Mais c'est pas son argent, c'est la boîte a été valorisée quelques milliards. Vous imaginez ce pays qui manque d'entrepreneurs, qui manque de création, qui manque de créativité, qui manque d'audace. Qu'est-ce qu'il faut pour payer la taxe Zuckman? Moi, je vais vous le dire, ce qu'il faut pour payer la taxe Zuckman. Il faut être à la tête d'un patrimoine d'entrepôt assez ancien, assez peu amorti. Donc, vous avez de la fiscalité, vous êtes rentier. Et là, vous pouvez payer 2% de taxe Zuckman. C'est juste les entreprises les plus rentières sont les plus immunisées contre la taxe Zuckman. Non mais qu'est-ce qu'on envoie comme message? Qu'il faudrait faire, oui. Qu'est-ce qu'on envoie comme message avec la taxe Zuckman? Donc on va faire partir les milliardaires, adieu les milliardaires, on va faire partir les entrepreneurs, adieu les entrepreneurs, et après on dit c'est de la justice. Évidemment, à la fin, on le sait bien, il y aura zéro. Alors après, sur ce contre-budget, c'est très sympa de dire c'est un budget, je touche pas aux entreprises, mais enfin, quand vous touchez au Dutreil et que vous touchez à la flat tax, excusez-moi, vous touchez aux entreprises. Il a dit ce matin, il nous a expliqué, on l'a interrogé là-dessus, et Philippe Brun nous explique que c'est réformer à la marge le Dutreil, parce qu'il y a des abus, comme aux États-Unis. Il utilise l'exemple des États-Unis. Peut-être que, Denis Père, vous pouvez nous parler de ce qui se passe là-bas. En Allemagne, c'est assez simple. Vous héritez, les héritiers récupèrent les grosses PME. C'est comme ça qu'il y a des grosses PME familiales. Ils récupèrent sans fiscalité. C'est-à-dire c'est beaucoup plus bénéfique encore que c'est sans fiscalité. Mais attention, il y a là-dedans une obligation de conserver l'entreprise et intégralement. Et si jamais l'héritier vend l'entreprise, son prix de revient est à 0, puisqu'il l'a reçu pour 0. Et donc, en fait, les entreprises se passent de génération en génération, ces grosses entreprises familiales. C'est comme ça qu'on crée les Mittelstand. Et c'est comme ça qu'on crée ce tissu de PME industrielles, en fait, qui valent entre 100 et 1 milliard d'euros et qui nous manquent aujourd'hui en France. La différence avec je ne sais pas de quoi il parle quand il parle des États-Unis sur le Dutreil. Je vois pas du tout de quoi il parle. Aux États-Unis, la transmission est très facile, très peu coûteuse. Je vous rappelle qu'on est nous un des pays qui taxe le plus la transmission, comme on taxe le plus à peu près tout. On est au taquet sur à peu près tous les impôts. Je rappelle qu'on prélève 45,6 points de PIB de prélèvement. La moyenne de l'eurozone, c'est 40,6 points. On a 5 points de PIB d'écart par rapport à la moyenne de l'eurozone pour faire la même chose que nos voisins et le faire souvent moins bien. Qui représente à peu près 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros, exactement. Et on a en plus un déficit. Ces prélèvements démentiels, massifs, record du monde, ne permettent même pas de couvrir la dépense. On a encore un déficit de 150 milliards.
Donc je ne sais pas comment on fait. À un moment donné, le sujet, c'est comment on fait pour faire plus avec moins. C'est ça le cœur du débat. Et en même temps, vous avez ce désir très français de se dire qu'on peut juste taxer les riches et qu'on... Bien sûr. Le prélèvement forfaitaire obligatoire, juste pour finir, parce que je voudrais finir mon propos, le PFU, on le sait, la fameuse flat tax. Alors ça, c'est le mauvais exemple du Parti socialiste. La fameuse flat tax, elle a rapporté de l'argent. C'est-à-dire qu'elle a déclenché massivement de la distribution de dividendes et à la fin... Ça a été l'exemple de la courbe de l'affaire, effectivement. Aujourd'hui, quand vous combinez l'impôt sur les sociétés, vous savez, autrefois on avait cet avoir fiscal, on l'a supprimé, etc. Oui. Quand vous combinez l'impôt sur les sociétés avec la flat tax, vous allez prélever à peu près 50%, ce qui est bien, 50% des profits. Si vous augmentez la flat tax derrière et que vous dépassez 50-60%, il y aura un refus de l'impôt. C'est-à-dire que vous allez voir la base fiscale constituée par les dividendes sévèrement diminuer. Et l'argent va rester capitalisé dans les holdings et dans les entreprises. La flat tax pour l'instant, peut-être il y a des marges de manœuvre. J'ai entendu que oui, mais très peu. Enfin, franchement, ou alors c'est symbolique. Et la flat tax qui est présentée comme révolutionnaire, effectivement, dans le contexte français, elle est révolutionnaire. En Espagne, l'impôt sur les dividendes, l'Espagne, je ne parle pas de l'Allemagne ou de la Suisse, en Espagne, c'est 15%. C'est 2 fois moins. Je veux dire, on va juste dans un pays voisin, on paye 2 fois moins de fiscalité sur les dividendes. L'équivalent de la flat tax, c'est 2 fois moins que ce qu'on prélève en France. Sur la flat tax, si je dis pas de bêtises, des 30%, il y a 13% d'hier, je crois. Oui. C'est 17% de prélèvements sociaux. Enfin, ça s'appelle de l'impôt. D'accord. Non, mais il y a quand même. Il n'y a pas de retour. Il y a pas de retour sur investissement. C'est par rapport au revenu du travail sur le taux marginal d'hier, il y a quand même une grosse différence. La question, c'est, alors moi je vous dis juste. Oui, mais l'impôt, il a été payé d'abord. Il y a l'IS. Il y a l'impôt sur les sociétés. On paye aussi de la TVA quand on consomme, etc. Bon, bref. Mais la question, c'est quand tu dois trouver 100 milliards à minima et la fourchette haute de 100 milliards. 100 milliards, c'est pour revenir à 3% de déficit et peut-être même plutôt 120 milliards. Stabiliser la dette publique en point de PIB. Voilà. Donc on a 100 milliards, on n'a pas financé la défense dedans, on n'a pas financé la transition énergétique. Où est-ce qu'on va trouver on est à 150. cet effort? Donc, les solutions des experts. Effectivement, comment on fait participer globalement les Français, l'économie, parce que moi je crois à un truc, c'est que tout le monde va devoir participer. Tout le monde, y compris la classe moyenne, y compris les plus aisés, c'est que c'est des montants qui sont massifs. Il y a peut-être un moment, il faut se poser la question d'un truc débile qui s'appelle la dépense publique. À la fin, il y a un ménage ou une entreprise qui reçoit, ça ne va pas sur la Lune. Je veux dire, regardez les retraités, ils ont bien compris. Quand vous allez faire, qu'est-ce qui coûte cher? Le modèle social. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une année blanche, vous gelez les prestations. Ce qui était prévu dans le budget. Vous déremboursez de la santé, vous allez faire un forfait social. Vous faites des choses comme ça. Ce que je veux dire, la dépense publique, tant qu'on dit c'est des grandes masses, moi je suis, pourquoi pas? Réduisons la dépense publique. Mais une fois qu'on est précis sur ce qu'on fait, vous voyez que vous avez la même colère que sur les impôts. En réalité, c'est pas aussi binaire que ça. Et donc, si vous voulez présenter les choses... c'est sûr, c'est qu'il y a des colères de partout. C'est-à-dire qu'il faut être fait, donc, tout le monde a la conscience, mais il faut essayer qu'on trouve... Toujours chez les autres, en général. Je dis, il faut trouver aujourd'hui un consensus qui n'existe pas. D'ailleurs, on le voit avec le programme. Alors, j'ai 3 experts formidables autour de la table. On va essayer de créer du consensus sur ce qu'il faut faire, les solutions. Je commence par Denis, par la priorité. Une, 2 mesures maximum. Arrêter d'augmenter les impôts. On est au niveau maximal, on est au taquet, on est dans la courbe de l'affaire depuis très longtemps sur pratiquement tous les impôts. Donc ça n'est plus acceptable. On détruit l'économie, on assomme le pouvoir d'achat des Français, en particulier les plus modestes, qui le 10 septembre vont peut-être effectivement descendre dans la rue parce qu'ils n'en peuvent plus. On n'en peut plus. Personne n'en peut plus. Donc il faut engager enfin une grande réforme de l'État pour faire plus avec moins, un véritable programme de transformation de l'État. Et ça, c'est compliqué, ça prend du temps, ça demande de l'expertise que n'a pas l'État et une volonté que n'a pas l'État non plus. Il y a une personne là qui tente actuellement, qui s'appelle Thibaut Guilhuy, qui est un ami, qui est le directeur de France Travail, qui tente dans son coin de faire plus avec moins à la tête de France Travail, mais il est tout seul. Et il se bat contre le système administratif qui n'en veut pas, qui n'est pas préparé. Alors, qui a vu quand même son budget sérieusement augmenter, France Travail. Oui, alors qui a vu son budget augmenter parce qu'il a réussi à convaincre, effectivement, on est en plus dans des logiques qui ne sont pas simples. Des logiques de ROI, effectivement, où vous êtes obligé de faire des investissements pour récupérer dans les 2 ou 3 ans qui suivent, effectivement, des retours sur investissement. Et donc ça, il a réussi à le faire. Mais on voit bien que c'est compliqué, ça demande du temps et ça demande de l'expertise que n'a pas l'État. Et donc, il faut effectivement, à la tête du pays, à la tête des administrations, des gens qui comprennent ces sujets-là. Les hauts fonctionnaires français
Français aujourd'hui ont beaucoup de qualités, c'est pas le sujet, mais ils ne savent pas gérer comme on gère effectivement une entité classique. Ils ont même une main attachée dans le dos. Je veux dire, le problème de fond, c'est que les principes même de management de l'État sont pas bons. Vous pouvez pas, en tant que directeur d'une grande administration, vous pouvez pas récompenser les gens. Vous pouvez pas les récompenser. Vous pouvez pas les sanctionner non plus. Vous pouvez pas leur donner une prime. Vous pouvez pas. L'avancement est automatique. Vous pouvez souvent pas même les mettre à la porte. Il s'agit pas de mettre à la porte encore comme ça. Le new management public s'était inspiré du privé normalement. Alors on en est très très loin, décennies. Mais très très loin. Mais très très loin. Comme le disait Milton Friedman, prix Nobel d'économie, on ne gère jamais aussi bien l'argent des autres que le sien. C'est ça la grande différence. Moi, je pense en effet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des solutions. Il y a l'énorme sujet de la dépense sociale et des retraites. On est d'accord. De toute façon, ça, on n'aura pas le choix. On passe 25 ans à la retraite. Pour tout le reste, il y a un sujet dont les politiques et l'administration ont horreur, ce sont les comparaisons internationales. On a la chance d'avoir en Europe des tas de pays qui sont des voisins immédiats. Ils ont, comme nous, en démocratie. Ils ont, comme nous, des assurances sociales. Ils ont, comme nous, de la police, de la justice et des hôpitaux qui marchent. Les Allemands, ça fonctionne, on peut le dire, dans le truc. Les Hollandais, ça fonctionne. Et tout ça se fait avec un niveau de dépenses publiques à 7, 8, 9 points de PIB. Mais il y a une grosse part des retraites, souvent, dans cette différence. Et il y a une grosse partie, ce sont les retraites, mais pas que. Mais pas que. Aussi. En France, nous avons le record mondial, par exemple, du nombre d'élus par tête d'habitants. Un élu, mine de rien, ça coûte. Pourquoi? Parce qu'un élu, ça veut un budget. Donc, par exemple, pour faire un rond-point en France, vous avez 2 ou 3 niveaux de collectivité locale. Donc, 2 ou 3 niveaux de collectivité locale qui vont s'interroger sur qu'est-ce qu'on met au milieu du rond-point. Comment est-ce qu'on le finance? Quel est le temps qu'on va mettre pour le faire? Qui vont venir contrôler les dépenses. En France, on a fait une décentralisation. On l'a raté. On a saupoudré le pouvoir absolument partout. Tout le monde s'occupe de tout. Le lycée, vous allez me dire le lycée, je l'ai souvent dit ici, c'est la région. C'est faux. Il faut dire aux Français, le lycée, c'est pas la région. Madame Pécresse ne peut pas ouvrir un lycée, elle peut pas fermer un lycée, elle peut pas recruter un prof, elle peut pas virer un prof, elle peut pas écrire un programme scolaire, même si tous les patrons d'Île-de-France, on lui dit, on a besoin d'un lycée pour l'aéronautique, on a besoin d'un lycée pour l'intelligence artificielle, Madame Pécresse ne peut rien faire. De quoi est-ce qu'elle s'occupe dans les lycées, en Île-de-France? Elle s'occupe de la cantine et de l'immobilier. Mais de qui est-ce qu'on se moque? Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut davantage d'autonomie. Bien sûr qu'il faut une grande loi de décentralisation. 1, 2, il faut absolument supprimer 1 ou 2 niveaux de collectivité locale. Il y a urgence. Numéro 3, il faut simplifier ce pays. Le pays est assommé de codes, il est assommé de lois, il est assommé de règlements. Il faut mettre un étage à l'Élysée pour s'occuper de simplifier réellement ce pays. Vous en êtes occupé très très directement. C'est quoi le secret pour que ça fonctionne? La continuité, c'est assez simple. À partir du moment où vous faites de la simplification administrative en pointillé, vous habituez l'administration à vous répondre que finalement c'est une excellente idée, qu'ils sont tout à fait d'accord, mais que ça va prendre du temps. Donc, il faut du portage politique et 8 ou 9 mois après, le sujet n'est plus à la mode. Parce que le président de la République est passé à autre chose. Ça a été le choc de simplification, mais ça a été aussi la même chose pour les autres efforts qui ont eu lieu auparavant. Il faut une continuité de la simplification, et le seul personnage qui peut faire de la simplification en France, c'est le président de la République. Pourquoi? Parce que le président de la République a le pouvoir sur la haute administration. Alors vous allez me dire, comment est-ce que c'est possible? C'est les ministres? Non. Un ministre est de passage. Et un ministre, il est généralement assez peu compétent. Donc celui qui va obéir, en fait, la haute administration va obéir au président de la République. Pourquoi? Et parce que c'est lui qui a la main sur les jobs, c'est lui qui nomme, c'est lui qui vous remet la Légion d'honneur, c'est lui qui vous remet l'Ordre national du mérite, et c'est lui qui peut vous envoyer à la tête d'un établissement public, qui est le saint Graal de la très haute fonction publique. Donc, Mathieu Plane, les grands écarts de dépenses publiques, vous avez fait ces comparatifs avec les autres pays européens. Où est-ce que l'écart se creuse? Et qu'on retrouve sur les prélèvements, c'est beaucoup le modèle social. En fait, là, les 2 gros blocs qui font presque 50% de la dépense publique, c'est la retraite et la santé. Retraite et santé. Et pourquoi? Alors la France a cette singularité qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est qu'elle est majoritairement publique. En fait, la partie privée est très faible. D'ailleurs, je crois que sur les retraites, les complémentaires sont obligatoires. Hein. Les complémentaires, c'est un prélèvement. On est à 98% de public. D'ailleurs, les complémentaires privés, c'est de l'assurance vie. Hein. Et donc, on le voit d'ailleurs dans l'épargne. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est vraiment la grande différence. Hein. C'est sur le modèle social qui est financé publiquement. Deuxième point, par rapport à nos voisins européens, il y a la défense quand même. La défense, où on a quand même
le nucléaire, l'arme nucléaire, ce que n'ont pas nos voisins. Et après, on a plus d'infrastructures et plus de jeunes aussi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la suite. Mais voilà, après, ça n'empêche pas de gagner en efficacité, ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, de toute façon, quand on va partir de réduire la dépense publique, on ne peut pas passer outre la question du modèle social, en fait. En réalité, qui est un gros bloc dans notre dépense. Bon, je suis pas tout à fait. La sécurité sociale sera. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que l'inefficacité de l'hôpital, par exemple français, ça n'a rien à voir avec le modèle social. En dépenses publiques, c'est pas évident. On se rejoint dans une minute. Le débat continue. À tout de suite.